Après 2 semaines de navigation sans événements notables, l'ancienne corvette de Cortex arriva dans la zone d'influence de la station Arche. Dans un silence à peine troublé par le ronflement du moteur, le navire glissait au-dessus d'une plaine abyssale recouverte de coraux blancs, irradiant d'une douce lueur bleutée. Morgan vida petit à petit les ballastes et le petit sous-marin commença sa remontée vers le bord du plateau. De nombreux appareils imposants étaient arrimés là, trop gros pour être autorisés à survoler les installations de la ville. Un nombre de frégates impressionnant et quelques imposants croiseurs venant de différentes parties du monde attendaient que leurs équipages reviennent. Scruté par d'innombrables sonars, le petit navire de perdition leur passa au-dessus et continua sa route. Ils commencèrent à survoler les premières installations de défense, cachées dans le corail, qui précédaient les premiers modules habités. Tout d'abord discrets, ils furent rapidement de plus en plus nombreux, jusqu'à ce qu'un gros bloc noir apparût sur les écrans de sonar et en visuel. La lumière émise par les coraux, si elle n'était pas vive, permettait d'apercevoir les structures, les navires et armures qui évoluaient entre les installations, et même une partie de la faune et de la flore qui habitaient la région. Le spectacle était à couper le souffle. Navire inconnu, ici les autorités d'Arche. Venez décliner identité et raison de la visite. La voix grave qui les interpella par radio venait de l'imposant bâtiment sombre, l'un des 3 bastions qui centralisaient les défenses de la ville. Morgan répondit sans les faire attendre en utilisant, sans doute pour la dernière fois, l'identifiant officiel de leur navire. Ici la corvette La Murène, en provenance de Kéris. Nous sommes là pour faire du commerce au module... B-47, intervint Ozinsef à qui la mémoire faisait rarement défaut. Il y eut un court silence pendant lequel ils ne purent s'empêcher de se demander s'il n'y avait pas un problème. Cortex avait pu prévenir les autorités coralliennes du vol de leur navire. Les autorités d'Arche pouvaient avoir découvert que le module B-47 était tenu par des pirates de la fraternité des araignées. Oh, et puis dans ce monde de fous, qui sait? Peut-être même que la République du Corail subissait une prise de pouvoir fomentée par un être antédiluvien à la puissance incommensurable qui s'apprêtait à exterminer tous ceux qui ne se rallieraient pas à elle. Muren, vous êtes autorisé à l'approche. Utilisez le cap 235, vitesse 5 nœuds. Tout le monde poussa un soupir de soulagement. Morgan vira au cap indiqué et bloqua la vitesse à 13 exactement 5 nœuds. Les modules habités se faisaient de plus en plus nombreux. Les plongeurs, navires, dauphins et autres raies aux ailes gracieuses se multipliaient au même rythme. Plus ils avançaient dans le territoire corallien, plus le spectacle était magnifique. D'ici, on aurait pu croire que le monde allait bien, que les océans couvaient l'humanité de leur calme placide, que les hommes vivaient en harmonie avec leur environnement. Évidemment, ça n'était qu'une illusion. La ville corallienne n'était, au mieux, qu'un fragile oasis. « Module B-47, nous demandons autorisation d'accostage !» émit Morgan en faisceau directionnel étroit. « Rep, ok, et pourquoi ?» répondit sèchement une voix agressive. « Je suis Morgan, je connais Chris, faut qu'on parle affaires. » « Bien, bien, on va voir ça. Accostez donc sur le Dock 3. »« Eh ben, c'est pour la même ambiance qu'au Bastion, » dit Carlac dès que la radio fut coupée. À peine le navire à quai qu'une série de coups métalliques résonna sur le sas. Ozinsef ouvrit sur 2 molosses, clairement là pour l'intimidation, et un type maigrichon d'à peine 1,60 m, aux cheveux noirs et gras, qui semblait beaucoup plus finot que ses 2 copains. « Salut !» dit-il sans embâge. « Je suis Okras. Et voilà Noën et Rodi. Vous êtes ?» Le médecin polarien trouva instantanément son petit sourire en coin et son air supérieur parfaitement insupportable. « Je suis Morgan, une amie de Chris Lapoulpe. Carlac et Roman Ozinsef m'accompagnent. »« Cool, cool !» répondit Okras en les fixant chacun leur tour de ses petits yeux perçants. « Mais on va quand même vérifier le navire, hein? Vous nous en voudrez pas? Prudence et mère de sûreté !» Carlac, habitué aux pirates, se contenta d'hausser les épaules. Les 2 autres furent moins enthousiastes, mais ils laissèrent les 3 hommes monter à bord et commencer la visite. Siffla Okras. « C'est un joli petit navire que vous vous êtes dégoté. Il est tout neuf, le bousin !» Après un tour sur le second pont, la visite des cabines, de la cantine et du poste de pilotage, ils descendirent à l'étage du dessous. Le petit homme leva subtilement un sourcil en voyant l'atelier presque vide et arriva au laboratoire. « Eh ben, qu'avons-nous là ?» s'exclama-t-il avec emphase. « Un vrai petit labo !» Il jeta un coup d'œil au matériel d'Ozinsef et à celui qui était déjà dans la corvette lorsqu'Hannibal était arrivé à perdition.
Le contraste entre le vieux matos et celui tout neuf apporté par Cortex n'échappa pas au pirate. Il s'approcha des ordinateurs, l'œil brillant d'intérêt. Le polarien s'interposa. « Eh, ça va aller là, vous en avez assez vu. » Les deux gros bras se tendirent, les yeux de Roman lancèrent des éclairs, les mains de Carlac se rapprochèrent de la poignée de sa hache, Morgan serra les poings, et Okras sourit, détendu, presque moqueur. Ce qui n'arrangea pas du tout l'humeur d'Ozintsef. « Mais si vous voulez qu'on soit rassuré et qu'on vous dépanne, il va falloir nous faire un peu confiance, dit le petit pirate d'une voix espiègle. C'est bon, vous avez visité, on vous a fait confiance, maintenant on fait affaire ou pas, répliqua le médecin d'un ton agressif. On vous aide, moyennant finance évidemment, que si on sait dans quoi on met les pieds. Mettez-vous à notre place, on ne veut pas se mettre des gens trop importants sur le dos. Vous êtes peut-être recherché par une grande puissance, par l'un de nos alliés ou l'un de nos ennemis. Tout ceci peut influer sur le tarif que nous appliquerons. Le médecin polarien, qui s'était mis devant les ordinateurs pour en bloquer l'accès, ne bougea pas d'un millimètre. « Donc, nous ferons pas affaire, lâcha-t-il. « Ok, pas de souci. Bonne route, bonne chance pour trouver ce que vous cherchez, s'exclama Okras sur un ton guilleret. Il fit demi-tour, toujours flanqué de ses deux gros bras, et se dirigea vers le sas du navire. Carlac et Morgan le suivirent en essayant d'arrondir les angles, mais sans succès. Le pirate, en passant la porte, se retourna pour saluer poliment, son petit sourire sûr de lui flottant toujours sur ses lèvres et son regard espiègle brillant d'amusement. Il tourna les talons et commença à s'éloigner. « Eh merde !» murmura Morgan avant de crier. « Chris, et uniquement Chris, peut venir voir les données !»« Ok, je lui dis !» fit Okras sans se retourner en agitant la main au-dessus de sa tête. La porte du sas se referma dans un silence pesant. Carlac et Morgan se regardaient, chacune réfléchissant à une solution de rechange pour la modification du transpondeur de la corvette. Ozintsef, toujours en colère, restait seul dans la soute, surveillant les ordinateurs d'un œil attentif et paranoïaque. À peine un quart d'heure plus tard, de nouveaux coups firent vibrer la porte du sas. Morgan se hâta d'aller ouvrir et tomba nez à nez avec une femme aussi haute que large, et ce n'était pas peu dire, possédant 2 bras sur le côté droit et 7 doigts à chaque main. Son visage, et probablement le reste de son corps, étaient totalement imberbes et lui donnaient un air de bébé grassouillet. Un gigantesque bébé grassouillet. À côté d'elle, Okras, toujours souriant, attendait sans broncher. « Salut Morgane !» s'écria la nouvelle venue. « Ça fait un bout. Il paraît que t'as eu des petits soucis avec mon second et que t'as des trucs à me montrer. » Morgan et Carlac saluèrent, un peu sur la défensive, leur retenue jurant avec l'extravagance de Chris la poulpe. Sans rien ajouter, elles l'amenèrent au labo, toujours surveillé par Ozintsef. « Alors, fit Chris en se frottant ses 3 mains et ses innombrables doigts boudinés. « C'est là qu'est le trésor. T'as le mot de passe, Morgane ?» Elle s'approcha des ordinateurs, n'hésitant pas à pousser doucement le médecin sur le côté, et la mécano lui donna les identifiants de connexion. La pirate fouilla, Okras juste derrière elle qui n'en perdait pas une miette, déroulant les sommaires les uns après les autres. Régulièrement, un petit sifflement impressionné sortait de ses lèvres. Elle se redressa au bout d'une dizaine de minutes. « Eh ben, vous avez effectivement des trucs qui valent des thunes, hein. Et des emmerdes. Mais je suis qui pour juger, hein. Allez, je vous paye un verre, ou 2, ou plus. Ouais, on discute affaire. » Chris fit faire demi-tour à son imposante silhouette et s'enfuit de sa démarche chaloupée. Seuls Carlac et Morgan lui emboîtèrent le pas. Ozintsef resta dans le laboratoire, bien décidé à ne laisser personne y pénétrer sans autorisation. Okras lui fit un clin d'œil en sortant. « Sale petite merde !» maugréa le médecin dans son dos. Chris mena les 2 femmes et son second à travers les coursives de son module. Les quais étaient remplis de matériel et d'une 20aine de techniciens bossant dessus. Des armures, une autre corvette, des pièces détachées alignées sur des étagères métalliques, des chaînes et des palans au plafond, l'odeur de la graisse, des solvants et des carburants. Morgan commença à se détendre. Ils longèrent quelques couchettes, passèrent un sas de sécurité, puis furent amenés dans un bar où une poignée d'autres pirates sirotaient leur verre en discutant. Les regards se posèrent un instant sur eux à leur entrée, puis les conversations reprirent comme si de rien n'était. Il n'y avait personne derrière le bar. Ce fut Okras qui alla chercher une bouteille et 4 verres pendant que les autres s'installaient. Il servit 4 ravageuses et ils trinquèrent. « Alors, Morgan, qu'est-ce qui vous amène ici ?» demanda Chris plus sérieusement. « On doit refaire le transpondeur de notre navire. »
Ah, me doutais bien que c'était pas le vôtre. C'est le nôtre, intervint Carlac d'un ton sec. Okras et Chris éclatèrent de rire. Ouais, je l'avais bien compris comme ça, continua la pirate. Disons simplement que c'était pas le vôtre il n'y a pas si longtemps que ça, et que vous n'avez pas de papier pour officialiser le transfert de propriété. Je peux y faire quelque chose, en effet. Mais va falloir me raconter comment vous l'avez eu, ça doit être une super histoire. On l'a trouvé, lâcha Carlac. Je vois. Bon. Eh bien, je peux passer deux types de contrats. Les premiers, avec mes amis, et mes amis me racontent leurs histoires. Les seconds, avec des clients, et pour les clients, ce sera 140 000 sols pour un beau transpondeur tout neuf. La tension dans le bar était palpable. Même les autres pirates levèrent un œil discret pour surveiller ce qu'il se passait à la table du chef. 140 000, c'était presque le double que ce qu'il possédait en cash. Peut-être qu'en revendant les armures et le matériel trouvés dans la frégate des veilleurs. Non, mais on peut te raconter, finit par dire Morgan. Mais comprends-nous aussi, je pensais arriver chez une amie et on est accueilli par ton gars là qui nous prend de haut, qui fouille notre navire et le tout sans rien donner en échange. Okras riait ouvertement. Ouais, je comprends, répondit Chris. Ce nabo peut être insupportable. C'est pour ça qu'il m'est utile. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, tu sais. Il nous fallait vous évaluer. Et choper une petite assurance au passage. Rien qu'on utilisera tant que vous restez correct, évidemment. Mais maintenant que je te vois, je constate que t'as pas changé et que vous resterez correct. Enfin, vous deux. Le rabat-joie qui est resté dans votre navire, je suis moins sûr déjà. Ah, faut pas s'en faire pour Roman, dit Carlac. Il est un peu dépressif et pas toujours facile, mais c'est un gars correct. Ok, je vous crois. Chris retrouvait son enthousiasme. Alors, comment vous avez récupéré une corvette toute neuve qui appartenait à Cortex? Carlac et Morgan, pendant qu'Okras resservait 4 verres, commencèrent à raconter l'attaque de perdition par l'innommable et l'arrivée d'Hannibal qui avait suivi. C'était effectivement une super histoire, mais dont les implications pouvaient être inquiétantes et les pirates de Malgo le comprirent aussitôt. Bah merde, dit Chris après une longue pause. Encore une sacrée saloperie dont il faut se méfier. Tiens, en parlant de se méfier, il y a 2 trucs que vous devez savoir si vous voulez traîner un peu dans le coin. Et vous voulez pas appeler votre copain, il doit se faire chier tout seul dans le navire. La poulpe continua son histoire dès que le médecin polarien, un peu récalcitrant, les eut rejoints. Non sans laisser un peu de poussière sur la porte du sas pour vérifier que personne ne l'ouvrirait pendant son absence. Déjà, faut que vous sachiez que l'hégémonie se prépare à la guerre. La première flotte est à nos portes et la troisième est aux portes de la Ligue Rouge. Ces enfoirés prétendent que ce sont des exercices, mais faudrait pas nous prendre pour des sardines. L'Atlantis est à nouveau à flot ? Demanda Carlac. Ah, je vois que vous êtes déjà en partie au courant. Ouais, tel crâne lui a foutu des torpilles dans le fion à Fuego Liberdad. Mais ils l'ont remorqué jusqu'à Kéris où il a été réparé. La vache! Remorquer un bousin de 3 kilomètres, ça doit pas être une mince affaire, souffla Morgan impressionné. Ça dépend. Ça va, si on a un autre navire de la même classe. Pardon? Toussa Carlac. Ah, ça risque de vous faire mal, mais l'Atlantis n'est plus le navire amiral de l'hégémonie, et Viraour ne dirige plus leur flotte, bien qu'elle reste capitaine de l'Atlantis. Ils en ont fait un autre? Demanda Ozinsef, qui se prenait malgré lui à la conversation. Ouais, l'Artémis. Eh ben, on va rester à l'écart, hein? Dit Carlac. Et t'avais dit qu'il y avait 2 nouvelles que nous devions entendre? Chris s'affala sur le dossier de son siège en soupirant et Okras resservit une tournée. Oui, et ça risque de nous affecter encore plus. Enfin, sauf si les torpilles hégémoniennes se mettent à nous pleuvoir sur la gueule, mais bon. Bref, l'ambiance en République du Corail vire au puant. Des gens disparaissent, une nouvelle couleur d'empâte a fait son apparition, et franchement, elles sont pas baisantes. Une nouvelle couleur? Demanda Morgan. Les empâtes de la République du Corail ont des robes dont la couleur dépend de leur boulot. Robes blanches, ce sont les prêtresses, violettes les administratives, bleu foncé les médecins, bleu et blanche les courtisanes, et... Alors celle-là, si vous les croisez, elles valent carrément le détour, dit Okras dont la voix commençait à être bien pâteuse. Et enfin, continua Chris, les robes grises, des empâtes combattantes complètement fanatisées, qui sont capables de vous retourner le cerveau en même temps qu'elles vous enfoncent leur saille dans le bide. Franchement, à éviter. Alors qu'Okras resservait encore un verre, que seul Ozinsef ne touchait pas, les 3 visiteurs prirent quelques instants pour digérer les nouvelles. Le monde était un endroit dangereux en temps normal,
Mais il semblait que les choses s'accéléraient depuis un an ou deux. Comme si l'humanité, déjà aux affres avec les mutations, le virus de la stérilité et la rigueur de la vie sous-marine, avait besoin de conflits supplémentaires. Bon, on fera gaffe, comme toujours, dit Morgan. Sinon, tu disais que t'avais un prix spécial pour les amis? Évidemment, je vais pas faire payer 140K à ma copine, s'exclama Chris. 60 000. Ou un petit service. Un petit service répéta Carlac. J'aurais besoin que vous fassiez disparaître un type pour moi. Ozintsev jetait des regards teintés de moquerie sur Okras, et Carlac souriait ouvertement. Le pirate et Morgan, assis en face d'eux dans la petite cabine de la navette de transfert, le teint gris et le fond de l'œil jaunâtre, se tenaient la tête entre les mains. « Mais qu'est-ce que tu nous as servi hier soir ?» maugréa la mécanicienne. « De la bonne, de l'excellente ravageuse, directement produit à Coralia, » répondit Okras d'une voix éraillée. « Petit joueur !» lança Carlac en pleine forme malgré tout ce qu'elle avait éclusé. « Irresponsable !» grogna Ozintsev qui n'avait siroté qu'un verre. Le pirate accompagnait les trois héros vers une station de transfert. Il les déposait là où ils pourraient prendre une capsule de transport pour rejoindre la ville Paroi, et ils rentraient se coucher. Carlac, Ozintsev et Morgan avaient accepté sans aucune difficulté d'éliminer un type pour le compte de Chris, étant donné que le type en question était un pirate de la confrérie du Maelstrom dirigé par Wulrich le Borgne, une très vieille connaissance de Carlac. Lorsque la poulpe avait lâché le nom de la cible, la mutante avait failli s'étouffer. Elle le connaissait, et pas qu'un peu, de l'époque où elle était prisonnière d'un navire du Maelstrom, obligée de se battre pour eux sous peine de se voir refuser l'antidote au poison que Wulrich lui avait fait prendre. Elle avait été enlevée, empoisonnée, forcée à tuer, et la silure avait profité de sa faiblesse pour la battre, lui voler ses rations, son eau et sa dignité, et faire ce qu'il pouvait pour lui rendre la vie plus infernale qu'elle ne l'était déjà. La silure, que Chris connaissait sous son véritable nom, Rob Kerr B361, et qui avait saboté une frégate de la Fraternité du Tigre. Une sale histoire de pirate visiblement, mais si ça permettait d'économiser 60 000 sols, il voulait bien tremper un peu dans une sale histoire de pirate. Vous voyez les tubes transparents avec les petites capsules à suspension magnétique dedans ? Dit Okras d'une voix pâteuse, alors qu'ils approchaient de la station de transfert. Eh ben, vous avez qu'à prendre celle qui mène à la ville Paroi, là-bas. Il désignait, bien inutilement, un véritable mur de lumière douce qui s'élevait vers le haut une poignée de kilomètres devant eux. L'un des 4 côtés du plateau d'Arche était une gigantesque falaise qui montait jusqu'à la surface. La station principale était construite à l'intérieur de la roche. De là où ils étaient, ils voyaient un mur de corail lumineux, à peine troué par quelques portes de sas et verrières permettant d'admirer l'océan. 30 niveaux d'une quinzaine de mètres de haut étaient creusés dans la paroi, et il fallait trouver un homme au milieu des millions qui vivaient là. « Ils sont chiants avec les armes ?» demanda soudainement Carlac. « Bah, pas plus qu'ailleurs, mais pas beaucoup moins non plus, » répondit Okras. « Ils ne vous fouilleront pas lors de votre arrivée, du moins probablement pas. Par contre, les empates, si elles sentent quelque chose qu'elles n'aiment pas dans votre tête, peuvent vous faire arrêter en un clin d'œil. Et là, direction les mines de la surface où votre espérance de vie tombe à 1 mois ou 2. » Ozintsev cacha un peu plus profondément son petit pistolet polarien au fond de ses poches, et Carlac mit le sien avec celui de Morgan dans la caisse à outils de cette dernière. Il ne restait plus qu'à se jeter dans le grand bain. Les tunnels étaient transparents et les petits véhicules capables d'accueillir une quinzaine de passagers possédaient aussi de grandes surfaces vitrées. Ils purent admirer le paysage au fur et à mesure qu'ils approchaient de la station principale d'Arche. Les poissons et les plongeurs se faisaient de plus en plus nombreux. Parfois même on apercevait un hybride qui s'ébattait dans l'eau sans armure ni respirateur. Au pied de la falaise, les coraux lumineux semblaient couper le monde en deux. Derrière, les ténèbres, et devant, un immense mur de douce lumière blanche. La capsule entra dans la paroi et la luminescence douce des coraux fut instantanément remplacée par l'éclat vif et légèrement jaune des panneaux d'éclairage de la ville. La couleur un peu inhabituelle était censée être la même que celle du soleil à la surface, mais bien peu de monde pouvait en attester. Il était cependant indéniable qu'elle était plus reposante que l'incontournable blanc cru qui illuminait la quasi-totalité des stations du monde entier.
Ils descendirent et marchèrent le long d'un petit couloir qui les amena jusqu'à une grande place grouillante de monde. Juste à la sortie, une jeune femme aux longs cheveux blonds et à la beauté glaciale, portant une robe violette, scrutait les arrivants de ses petits yeux presque blancs. Juste à côté d'elle, 2 soldats l'encadraient, fusils d'assaut en bandoulière, prêts à agir si elle le leur ordonnait. Ozinsef passa sans broncher, suivi de ses 2 amies beaucoup plus transpirantes. Elles eurent l'impression que l'empate les scrutait avec plus d'attention que les autres, qu'elles n'ignoraient rien des raisons de leur présence dans la station, ni de ce que contenait la caisse à outils de Morgan. Pourtant, malgré le long regard froid et morne que l'empate posa sur eux, elle ne donna aucun ordre aux soldats et se contenta de les suivre des yeux alors qu'ils passaient devant elle. Son visage était si vide, sans la moindre émotion, qu'elle pouvait aussi bien être parfaitement consciente de leur mission d'assassinat, comme elle pouvait être en train de réfléchir à sa liste de courses. « Eh ben, murmura Morgan une fois passée, elle doit être super forte au poker, celle-là. » Ils débouchèrent enfin sur la place, au milieu de la foule, en faisant un effort conscient pour ne pas rester bouche bée devant la beauté de la ville. Arches n'était même pas réputée pour être la plus belle cité de la République du Corail, mais déjà, par rapport à tout ce qu'ils avaient connu, c'était extraordinaire. L'atmosphère était subtilement parfumée, les murs étaient recouverts de panneaux de bois synthétiques qui, se mêlant à la lumière solaire, apportaient une chaleur fort bienvenue dans le monde froid et dur des océans. Une énorme sculpture de lumière trônait au milieu de la place, représentant une sirène levant un sceptre de corail rouge vif. « Bon, on y va ou on joue les touristes ?» demanda Ozinsef. « Comment s'appelle le bar où descendait la silure déjà ?» demanda Morgan. « La Méduse éclectique », répondit le médecin sur un ton morne. Ils s'approchèrent d'un petit terminal d'information qui leur indiqua obligeamment la route à suivre. Le bar en question était au niveau 4, soit le milieu des bas-fonds de la ville, qui s'étendait sur les 8 premiers niveaux. Okras les avait bien prévenus, ces niveaux étaient loin d'être aussi mal famés que les bas-fonds d'Equinox ou de Kéris, mais c'était tout de même un baron du crime qui faisait office de dirigeant. Une entente presque officielle le liait aux autorités. Tant que personne ne faisait trop de vagues, on le laissait gérer son marché noir, ses affaires louches et ses trafics. Ils suivirent la route indiquée par la borne d'information. Ils commencèrent par descendre au niveau 6 avec un ascenseur, puis ils traversèrent quelques coursives qui n'étaient plus parfumées, ni même ornées de panneaux bois synthétiques, mais qui restaient peintes et en excellent état. Plusieurs volées de marche les amenèrent au niveau 5, puis au 4e, où ils arrivèrent devant une grande porte où on avait peint au pochoir « La Méduse éclectique ». Ils entrèrent dans un bar qui aurait pu se trouver n'importe où dans le monde, à part peut-être pour la musique, nettement moins insupportable. Les tables étaient toutes prises, mais il se trouvèrent un petit coin de bar et 2 tabourets pour les accueillir. 2 ravageuses et un café synthétique furent commandés, et, sans échanger un mot, les 3 amis commencèrent à scruter la foule présente. Carlac aperçut un pickpocket en pleine action et apprécia la dextérité du jeune homme. Elle le gratifia d'un sourire et d'un clin d'œil lorsque leurs regards se croisèrent. Morgan, tout à sa gueule de bois, ne vit que le fond de son café, mais Ozinsef repéra un autre problème. Soudainement il se leva, baissant la tête pour masquer au mieux son visage, une inquiétude non feinte déformant ses traits habituellement si neutres. Il se leva et disparut dans les toilettes sans dire un mot. Il y resta quelques minutes et ressortit avant de devenir trop louche, pour se diriger rapidement vers la sortie. Carlac lui emboîta le pas, laissant Morgane seule au bar à chercher un homme qu'elle n'avait jamais vu. « Hé, Roman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda la mutante après l'avoir rattrapé le médecin dans une ruelle adjacente. « Un agent polarien, il y a un agent polarien dans le bar, il doit être à ma recherche. » Il paraissait sincèrement paniqué. Carlac répondit donc en prenant quelques pincettes. « T'es sûr ? Parce que personne sait qu'on est ici, hein ? Même nous, on l'avait pas prévu. Il t'a vu, le gars ? » ?»« Non, je crois pas. Il a pas tourné la tête, mais je reste caché là, on sait jamais. » Carlac attendit donc avec son ami que l'agent polarien daigne sortir du bar pour rentrer chez lui. La mutante ne croyait clairement pas que ce type lambda puisse être un mystérieux tueur ou espion, mais Ozinsef en semblait vraiment persuadée. Elle ne savait pas ce qu'avait vécu le médecin avant son départ d'Arlis, mais il restait clairement des traumatismes importants. Ils retournèrent au bar où ils demandèrent en vain des informations sur la silure à quelques clients. Le seul qui daigna répondre, lorsqu'Ozinsef posa une plaque de 100 sols sur le zinc, en gardant un doigt dessus, ce fut le barman. Un grand type blond, aux cheveux interminables et au visage allongé. Ses traits fins juraient avec le décor du bar. « Ouais, dit-il, je l'ai vu, votre gars. »
Et j'accepte d'en parler uniquement parce que c'est un trou du cul qui a buté un type dans mon bar. Et on bute pas des types dans mon bar, merde. C'est déjà assez chiant comme ça de devoir payer les hommes du visqueux, ce n'est pas pour risquer en plus d'attirer l'attention des empates. Il a buté un type demanda Carlac. Vous savez pourquoi? Bah non, ils ont pas pris le temps de me mettre au jus, hein. Mais bon, je suis pas une sardine de 3 semaines, je sais lire les signes, hein. Et les signes, ils criaient des histoires de pirates. Et vous aimez pas trop les pirates par ici, si j'ai bien compris demanda Morgan. La République? Non. On a eu un peu trop de problèmes avec eux depuis la création de notre nation. Mais bon, c'est aussi d'anciens pirates qui nous ont sauvés et même entraîné notre flotte. Enfin, c'est le bordel. Il prit quelques instants pour servir un autre client avant de revenir. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, votre gars là, Rob. Avant de se bastonner avec l'autre type, il a demandé à pas mal de clients s'il pouvait le faire quitter la station et le territoire corallien. Et il en a trouvé? Demanda Carlac, à qui le suspense ne réussissait pas. Rep. Et si votre pote lâche sa plaquette, je vous dis qui? Ozinsef retira son doigt de ladite plaquette qui disparut instantanément sous le comptoir. Long Mosley, un groupe de mercenaires spécialisés dans la contrebande dont l'atelier est au niveau 6. Ils ne sont pas trop regardants sur la marchandise qu'ils trimballent, donc bref, cherchez l'atelier Paul Randall, c'est leur patron, et vous trouverez votre gars. Au niveau 6, même si on était encore dans les bas-fonds de la cité, le décor était plus propre que dans la plupart des autres stations du monde sous-marin. Une sculpture de corail blanc était même posée au milieu de la petite place autour de laquelle un certain nombre de commerces florissaient. L'atelier Paul Randall était gardé par 3 mercenaires qui jouaient aux cartes. L'ambiance était détendue. Ozinsef s'approcha d'un pas décidé, avec ses 2 amis sur les talons, pour demander un rendez-vous. Une silhouette à l'autre bout de la place attira l'attention du groupe. Une longue robe noire, une posture de vieillard, un simple bâton pour s'appuyer, mais surtout, sous la capuche, l'éclat d'un regard perçant. Une personne passa devant et la silhouette disparut. « Vous avez vu le type bizarre ?» demanda Carlac. « Ouais, c'était sûrement un patriarche, » répondit Ozinsef. La blague fonctionna suffisamment pour faire ricaner ses amis, et les gardes de Long Mosley leur changèrent les idées. « Salut, vous désirez ?» demanda l'un d'eux sans poser ses cartes. « Un rendez-vous avec le chef, on a du matos à trimballer. » Ce fut plus simple qu'il ne l'imaginait. Avec un petit soupir résigné, l'homme de main de Randall posa ses cartes et se leva. « Allez, suivez-moi, je vous accompagne. » Il les mena au travers d'un grand atelier. Un petit navire suspendu au plafond sur leur gauche, une bonne quarantaine d'hommes et de femmes divers, dont un certain nombre de mutants, travaillaient sur des appareils ou transportaient du matériel. Tous étaient armés. Un grand sas au fond donnait sur l'océan. Ozinsef, Carlac et Morgan n'en perdaient pas une miette, comptant les mercenaires, évaluant leurs armes, observant chaque caisse, chaque armure, chaque cachette possible. La conclusion coulait de source. Ils n'avaient ni le nombre, ni les moyens de s'attaquer aux mercenaires. Ils se laissèrent donc guider jusqu'à un bureau d'une 20aine de mètres carrés, extrêmement sobre, derrière lequel un homme relativement quelconque les attendait. Paul Randall prit quelques instants pour les jauger avant de prendre la parole d'un ton posé. « Bonjour à vous. Mes hommes me disent que vous avez besoin de nos services. Que peut Long Mosley pour vous ?»« Bonjour, je suis Monsieur Kopp, » répondit Ozinsef froidement. « J'ai du matériel à faire sortir de la cité. C'est pas très volumineux, mais ça a quelques valeurs. » Encouragea le mercenaire en attendant la suite. 5 caisses, 2 mètres de long sur 1 mètre de côté, remplies de tabac naturel, première qualité, et une personne pour accompagner la cargaison. On pouvait presque voir Randall calculer le volume, la valeur, ses propres disponibilités. « Très bien, dit-il. Et où doit-on la déposer ?»« Oh, pas très loin. Un navire vous attendra juste en dehors du territoire d'Arche, à peine 1 ou 2 journées de trajet. » Il donna des coordonnées, un peu au hasard, à la distance voulue. « Vous pouvez amener les caisses ici ?» demanda Randall. « Sans problème. »« Ce sont des marchandises volées ?»« Non, uniquement des marchandises pour lesquelles je n'ai pas envie de payer de frais de douane. »« Très bien, 15 000 sols. J'ai un départ dans 5 jours. Il reste un peu de place pour vous. Déposez les caisses à l'atelier dans 4 jours au maximum. » Le marché conclu, ils ressortirent de l'atelier avec leur info. Selon toute vraisemblance, la silure embarquait dans 5 jours. « On a 4 jours pour trouver le connard, » fit Carlac lorsqu'ils furent hors de portée des oreilles de mercenaires. « Ouais, mais ça risque d'être compliqué, » répondit Morgan. « Il y a 13 millions de personnes sur cette station, et le gars peut être planqué n'importe où. » « Pas n'importe où, non, » intervint Ozinsef.
Il est sûrement resté dans la ville paroi, il n'aura pas pris le risque de prendre les navettes ou les tubes de transfert, il faut passer devant les empattes à chaque fois. Et pour la même raison, il y a peu de chances qu'il ait quitté les bas-fonds, ce qui ne laisse que 8 niveaux à fouiller. Et on peut quand même supposer qu'il s'est pas éloigné pour le plaisir, compléta Carlac. Il doit traîner dans le coin, bien planqué au fond d'un trou. Ils regardèrent autour d'eux pensivement pendant quelques minutes. Autour des coursives environnantes, ils pouvaient voir un grand atelier de Légion à côté de celui de Randall, un hôtel à capsule, un restaurant en self-service appelé La Cantine, un centre d'hygiène, un bloc technique, les stocks de longue Moseley, un petit centre médical, quelques magasins. Bah, même en réduisant le rayon de recherche, ça laisse un paquet de cachettes, maugréa Morgan. On peut chercher à contacter le parrain de la pègre locale, celui qui gère les bas-fonds, proposa Ozinsef. Si quelqu'un sait où se cache un pirate de Vulric, c'est lui. Ouais. Comment Chris a dit qu'il s'appelait déjà? Hogar le Visqueux? Tout un programme, maugréa Morgan. Okras a aussi dit que le gars bossait régulièrement avec les autorités de la ville et qu'il était à peu près aussi digne de confiance qu'un requin affamé. Ce qu'il veut, c'est que ces niveaux ne fassent pas de vagues pour pas s'attirer l'attention des flics locaux et rester le grand patron. Un type comme la silure qui se balade est un risque potentiel. Commençons par nous séparer et par manger, trancha Carlac. Si la silure est planquée quelque part dans le coin, avec un peu de chance, on peut le croiser. Moi, je me planque de ce côté, vous en profitez pour aller manger à la cantine, et on inverse quand vous avez fini. La mutante rouge s'éloigna un peu, restant dans les zones d'ombre pour ne pas attirer l'attention, pendant qu'Ozinsef et Morgan allaient manger. Tout le monde restait sur le qui-vive, les yeux virevoltant dans tous les sens pour essayer de repérer leur cible. La description qu'en avait faite Carlac était suffisamment précise pour qu'ils puissent le reconnaître sans elle, du moins, c'est ce qu'ils espéraient. Ils terminaient leur repas lorsqu'un homme, pour autant qu'ils puissent en juger, s'assit devant eux. Il était petit, à peine 1,50 m, et entièrement recouvert d'une fourrure presque noire. On ne voyait que ses yeux et sa bouche lorsqu'il parlait, ce qui lui donnait vraiment un drôle d'air. Difficile de dire si ce truc était mignon ou terrifiant. Le petit gouverneur veut vous voir, lâcha-t-il sans préambule. Le petit gouverneur? Répéta Morgan. Hogar, il veut vous voir. Vous deux et votre copine à cornes asymétriques planqués dans les coursives de l'autre côté de la place. Ozinsef et Morgan échangèrent un regard. Après tout, ça tombait plutôt bien, et ils avaient presque fini leur repas. On vous suit, dit le médecin en se levant. La petite boule de fourrure, sûrement moins inoffensive qu'elle n'en avait l'air, les mena à travers les coursives des bas-fonds, descendant escalier et échelle murale jusqu'au niveau 2. L'environnement devenait sérieusement inquiétant. Les murs peints avaient laissé place aux tuyaux, câbles et plaques rouillées, les coursives hautes et larges à des passages tortueux et bourrés de cachettes sombres. Enfin, alors que les trois émissaires de perdition commençaient à se demander s'ils n'étaient pas en train de se diriger droit vers une embuscade, ils passèrent par une galerie rendue presque invisible par son étroitesse et son encombrement. Nerveux, les mains commençant à se rapprocher de leurs armes, ils continuèrent d'avancer jusqu'à une écoutille gardée par deux molosses armés de fusils. La porte s'ouvrit juste avant leur arrivée, laissant sortir un vieil homme voûté, appuyé sur un bâton noueux, au visage presque entièrement caché par la capuche de sa robe noire, sale et rapiécée. Carlac et Morgan reconnurent aussitôt l'étrange silhouette aperçue devant l'atelier Paul Randall. La mutante se pencha pour apercevoir son visage, n'hésitant pas à se mettre presque sur son passage, scrutant les ombres de la capuche avec intensité. Les petits yeux noirs brillaient, et l'homme dégageait quelque chose qui était au-delà du charisme. Il était comme environné d'une aura de pouvoir, parfaitement invisible, mais impossible à ignorer. Carlac se penchait de plus en plus. L'éclairage était mauvais, aucun doute là-dessus, mais pas suffisamment pour rendre aveugle. La capuche du vieillard ne pouvait pas masquer son visage indéfiniment, rien ne pouvait l'empêcher de l'apercevoir. Soudain, juste sous les petits yeux perçants, apparut un fugitif sourire, si brièvement qu'elle douta presque de l'avoir vu. Le petit sourire froid de celui qui sait et qui connaît votre ignorance, mais aussi un petit sourire de connivence, presque paternaliste. La mutante recula brusquement, frappée par ce sourire comme elle l'aurait été par un coup de poing. L'homme claudiqua devant elle, s'appuyant sur son bâton qui claquait avec régularité sur les grilles de métal au sol, et passa sans tourner la tête. « Allez, on avance, s'il vous plaît », dit l'émissaire d'Hogar le Visqueux, rompant le silence en même temps que l'intensité du moment. « On y est presque. » Les regards de Carlac et Ozinsef se croisèrent. « Les vieux, c'est mystérieux, » dit-il en haussant les épaules.
Waouh! Joli matos! S'exclama Morgan à peine entré dans le bureau d'Hogarth. Les trois amis venaient de pénétrer dans une véritable caverne d'Ali Baba de la mécanique. Chaque centimètre carré de mur était décoré de pièces détachées diverses, allant du cylindre en plastacier massif aux cartes électroniques les plus fines, mais toujours pour une bonne raison. Certains éléments étaient rares, d'autres faisaient partie de machines mythiques ou ayant récemment marqué l'histoire de l'humanité. Au milieu de tous ces trésors, un simple bureau métallique, derrière lequel était assis un homme assez quelconque, chauve et un peu grassouillet. Derrière lui, un robot de combat de l'Alliance polaire, aux 6 grandes pattes arachnéennes, semblait dormir. « Merci, madame, » répondit Hogarth, « et merci, Brassio, tu peux nous laisser. » L'étrange petit homme recouvert de poils salua de la tête et sortit sans ajouter un mot, les laissant seuls avec le baron du crime. Ozinsef chercha machinalement des yeux les défenses automatiques probablement cachées dans le plafond ou les murs. Impossible qu'il soit réellement seul avec ce type. On ne leur avait même pas confisqué leurs armes. Son regard se posa sur le robot. Celui-là semblait désactivé, mais il en avait déjà vu à l'œuvre et c'était terrifiant. « La sentinelle de combat, elle fonctionne ?» demanda-t-il. « Hélas non, » répondit aimablement Hogarth. « Mais j'aime bien l'esthétique, et puis ça intimide les invités, et ça pose une ambiance. » Ozinsef, Carlac et Morgan échangèrent un regard plein de doute. « En tout cas, très réussie l'ambiance, » dit Morgan en englobant toute la pièce d'un geste. « Mais bon, ça ne nous dit pas pourquoi vous nous avez fait venir, » intervint Ozinsef sur son habituel ton froid et distant. Le petit gouverneur fit un sourire poli, croisa les doigts sur son bureau et se pencha un peu en avant. « Vous êtes chez moi. Vous préparez de toute évidence quelque chose, et je n'ai pas envie, particulièrement en ce moment, que les événements attirent l'attention des autorités sur mon petit royaume. Je vous ai donc fait venir pour vous poser une simple question. Pourquoi êtes-vous sur Arche, et tout particulièrement dans mes bas-fonds ?» Il y eut un instant de flottement et Carlac demanda « Pourquoi particulièrement en ce moment ?»« Ah, vous n'êtes pas de la République du Corail, vous. Sinon, vous auriez senti que tout le monde est fort tendu. Les empâtes de l'ordre blanc patrouillent un peu partout et arrêtent les gens sans fournir de motif. Et bien entendu, nous ne les revoyons jamais. » Il eut un petit geste des mains comme pour s'excuser et reprit. « Endor Lazare, le gouverneur de la région, doit être assis sur un nid de larves assassines si on en juge par son agitation. Il se passe beaucoup de choses en ce moment au sein de la République du Corail, et je crains qu'attirer l'attention sur mes niveaux ne puisse faire voler en éclats nos petits accords. Je m'occupe des bas-fonds, et tant que tout se passe bien, il me laisse tranquille. Je fais donc en sorte que tout se passe bien. Vous comprenez, j'espère. » « On est là pour s'occuper d'un homme, un pirate, » lâcha Ozinsef sans tourner autour du pot. « Ah, bien. Puis-je vous demander qui? Et surtout, pour quelle confrérie il travaille? Nous, Coralliens, avons une relation amour-haine assez particulière avec les pirates. » Il pouffa doucement, comme s'il venait de faire une blague. « Wulrich, » cracha Carlac, « c'est la silure, et il travaille pour Wulrich le borgne. » La mutante transpirait la haine en prononçant ce nom. Hogarth hocha la tête d'un air entendu. « Ah, j'espérais bien que nous pourrions nous entendre. On ne tue pas les gens au milieu des bars bondés de monde. C'est bien ce genre de choses qui attire l'attention. Et nos rapports avec la confrérie du Maelstrom ne sont pas vraiment du côté amour de notre relation amour-haine. » À nouveau, Carlac, Morgan et Ozinsef échangèrent un regard, surpris cette fois que la conversation se passe aussi bien. « Avez-vous besoin d'aide ?» continua le petit gouverneur poliment. « Vous savez où il se planque ?» demanda Carlac. « Et vous pouvez nous exfiltrer après coup ?» ajouta Roman. « Oui, et oui, sans problème, » répondit Hogarth sans un instant d'hésitation, comme s'il s'était attendu à cette demande. « Il a une chambre à La Planque. C'est un petit hôtel au nom fort bien choisi, non loin des ateliers de Randall et Légion. »« Vous savez dans quelle chambre ?» demanda la mutante. « Ah non, désolé, nous ne l'avons pas suivi jusque-là, et nous n'avions pas de raison de le faire jusqu'à présent. »« Et pour l'exfiltration d'Arche ?» insista Ozinsef. « Venez, ici, dès que vous en aurez terminé. On vous sortira de la ville. » Quelques secondes de politesse plus tard, les trois amis étaient sortis et se dirigeaient vers La Planque. Ils remontèrent les coursives des niveaux inférieurs sans être inquiétés, avec l'impression de remonter vers la lumière, troquant des décors sombres et mal éclairés pour ceux beaucoup plus avenants du 6e.
Sans hésiter, ils entrèrent dans l'hôtel. L'accueil était constitué d'une petite pièce de quelques mètres carrés, d'un escalier sur la gauche menant à l'unique étage, et de la réceptionniste qui attendait derrière un petit desk simple mais propre. La jeune femme à la maigreur presque maladive les regarda entrer de son unique œil situé du côté gauche. Là où le second aurait dû se trouver, il n'y avait qu'une peau lisse et fine, sans cils ni sourcils. Cela lui donnait un visage étrangement déséquilibré. « Bonjour, messieurs, dames, dit-elle courtoisement. Que puis-je faire pour vous ?» Devenant étrangement cordial et charmeur, Ozinsef commença à discuter avec la jeune femme sous les yeux étonnés de Morgan et Carlac. Il commença par louer une chambre, au rez-de-chaussée l'étage étant complet, puis entreprit de la charmer en lui posant des questions sur son métier, sa vie, sa station, et en essayant de glaner des informations au passage. Ses deux amis, médusés, finirent par aller chercher à manger et à s'installer dans la chambre pendant qu'Ozinsef continuait son petit manège. Il parvint à apprendre qu'un homme répondant à la description de la silure était logé à l'étage, et qu'il était accompagné de 2 gardes du corps, mais impossible de soutirer le numéro de la chambre. Au bout d'une bonne heure, le médecin n'en pouvait plus de faire semblant. Il rejoignit Carlac et Morgan pour le repas, et il leur raconta ce qu'il avait découvert. « Bah, on y va, je l'assomme, tu regardes sur le terminal quelle est la chambre de la silure, on monte, on le bute, » dit la mutante pragmatique. « Non, je vais la ramener chez elle, on a un rendez-vous après sa débauche, » répondit Ozinsef. « Faut pas qu'elle se doute de quelque chose, elle risquerait d'alerter les autorités. » Malgré les objections, le médecin rejoignit la réceptionniste en fin de soirée et ils se mirent en route vers le petit logement qu'elle habitait. Dès qu'ils furent à l'intérieur, il agit sans attendre. Il sortit une petite seringue de sa poche qu'il avait remplie d'un puissant somnifère et s'approcha dans le dos de la jeune femme occupée à fermer sa porte. Elle avait peut-être son second œil dans son dos, car elle se retourna pile à ce moment-là et poussa un cri de frayeur en même temps qu'elle lança un coup de poing maladroit. Elle cueillit le pauvre médecin en plein sur le visage. Il bascula en arrière et elle en profita pour fuir, sans s'arrêter de crier. Elle ouvrit la porte le temps qu'Ozinsef se précipite à nouveau sur elle pour l'arrêter. « Calmez-vous, je veux juste... » commença Roman, dépassé par les événements. Elle continua de hurler. Avec la porte ouverte, la moitié du bloc devait déjà l'avoir entendue, et Ozinsef se résigna à la laisser partir. Il avait imaginé la faire tranquillement dormir sur son lit. Les choses ne s'étaient pas du tout passées comme prévu. En tâtant son œil douloureux, il porta son communicateur à sa bouche pour appeler Carlac et Morgan. Finalement, elle va sans doute prévenir les autorités. Il faudrait qu'on traîne pas, » maugréa-t-il. Ignorant les regards intrigués et soupçonneux qui se posaient sur lui, il sortit rapidement du bâtiment et se mit en route vers la planque d'un pas vif. Il arriva pile au moment où Carlac se glissait derrière le nouveau réceptionniste, l'agrippait d'une superbe prise d'étranglement et lui crachait à l'oreille de sa voix la plus rauque. « Calme. Si tu fais pas de grabuge, t'auras pas de problème. Tu feras pas de grabuge, hein ?»« Non, non !» répondit l'homme à moitié paniqué. « Où est la chambre de Rob Kerr B361 ?» Sans pouvoir se libérer, le réceptionniste tendit ses mains et pianota sur son terminal du bout des doigts. « Chambre 7 !» bafouilla-t-il. « Le code. »« 2785 ! C'est 2785 !»« Merci, » dit la mutante. « Roman ?» Le médecin s'approcha et injecta la dose de somnifère qu'il n'avait pas pu utiliser plus tôt. L'homme tomba à la renverse dans les bras de Carlac, qui le cacha dans la réserve. Fourbissant leurs armes, un épais couteau de combat pour Carlac, sa fidèle clé à molette pour Morgan et un petit pistolet à fléchette pour Ozinsef, ils montèrent l'escalier sans traîner. Un coup d'œil dans le couloir pour s'assurer qu'il n'y avait personne et ils s'approchèrent de la chambre 7 sans faire de bruit. Une action beaucoup plus professionnelle que celle d'Ozinsef un peu plus tôt. Morgan s'approcha du pavé à côte de la porte et leva la tête, interrogeant du regard ses deux amis. Ils lui firent un signe et elle ouvrit. Tout s'enchaîna très rapidement. Il y avait bien 3 personnes dans la pièce, 2 mercenaires aux allures patibulaires et la silure, assis sur son lit, qui faisait passer ses gardes du corps pour des enfants de cœur. Il réagit avec une célérité impressionnante et dégaina son couteau pendant que Carlac le chargeait en poussant un cri de rage. Le premier mercenaire, adossé au mur, prit une fléchette d'Ozinsef dès l'ouverture de la porte. Ses jambes flageolèrent quelques instants et il s'effondra comme une masse. Morgan lui passa devant pendant que ses yeux papillotaient encore, se jeta sur le second et lui asséna un grand coup de clé à molette sur la tempe. L'homme vacilla, mais réussit à riposter avec sa dague au moment où la mécanicienne lui collait un autre coup. Ils se touchèrent en même temps.
Morgan écopant d'une belle entaille à la cuisse et l'autre d'une fracture de la clavicule. Sonné, il recula d'un pas, mais la jeune femme s'acharna, l'envoyant au sol. Ozinsef, qui venait de recharger son arme, l'endormit d'une autre fléchette pour qu'il ne se relève pas. Pendant ce temps, la silurée Carlac se battait furieusement, s'échangeant des coups de couteau avec une rage indicible. Il était indéniable que ces deux-là avaient un sérieux contentieux. La mutante braillait, en rendant coup pour coup, débordant petit à petit le pirate. « T'as vu ? T'as le sang de la même couleur que ma peau, connard !» Morgan et Ozinsef la regardèrent se battre avec un mélange d'admiration et d'horreur. Ils ne l'avaient jamais vue dans un tel état de fureur. S'ils avaient essayé de s'approcher pour l'aider, elle les aurait probablement repoussés, voire attaqués. Elle prit le dessus. La silure, blessée à de multiples endroits, fatiguait et n'arrivait plus à esquiver les coups, et encore moins à les rendre. Avec un sourire carnassier et une joie ardente, Carlac lui planta son couteau dans le cou et le regarda s'éteindre. « Bon, ben ça, c'est fait, » murmura Morgan. « On s'en va, asséna Ozinsef, faut pas qu'on traîne. »« Attends, » dit Morgan, « le gars que j'ai fumé, tu veux pas regarder s'il va bien ?» En râlant, le médecin s'agenouilla devant le mercenaire et inspecta ses blessures. Il grogna en constatant qu'il y avait bien une hémorragie et prit 2 minutes pour suturer l'artère. « C'est bon, il vivra, » dit-il en se relevant. « On peut y aller maintenant ?» Ils s'enfuirent sans courir, essayant de ne pas trop attirer l'attention, ce qui était difficile avec les entailles qu'arboraient Morgan et Carlac. Sous les regards lourds de certains passants, et sous celui de Bracieux qui surveillait non loin et qui leur fit un clin d'œil, ils s'enfoncèrent dans les niveaux inférieurs jusqu'à atteindre la cage d'Hogar le Visqueux. Les gardes devant sa porte les laissèrent passer, et le baron du crime les accueillit, seul, comme la première fois. « Alors, c'est fait ?» leur demanda-t-il sur un ton affable. « Ouais, carrément !» cracha Carlac. « Et les 2 mercenaires qui l'accompagnaient sont encore vivants, » précisa Ozinsef. « Ils vont juste dormir quelques heures. »« Parfait, parfait !» s'exclama Hogar. « J'aime faire des affaires avec des gens compétents. » Carlac et Morgan jetèrent un coup d'œil à l'œil au beurre noir d'Ozinsef et se retinrent de pouffer. « Je suppose que vous êtes là pour votre taxi. » Il n'attendit pas leur réponse pour rappeler. « Bracieux ?» Le petit mutant entra, toujours aussi discret. « Amène-les au SAS 21. Au plaisir de refaire affaire avec vous, messieurs, dames. » Hogar se pencha sur son terminal et se plongea dans la lecture d'un document. L'entretien était terminé. Ils suivirent Bracieux jusqu'à un sas qui donnait sur l'extérieur. Sur le chemin, Carlac aperçut, caché dans un recoin sombre, le vieil homme en haillons, qui semblait les observer à distance. Elle cligna des yeux et il avait disparu. Elle était blessée, elle avait perdu du sang, elle devait délirer. « Vous pouvez y aller, » dit Bracieux froidement en leur montrant l'intérieur du sas. Morgan fit un pas enthousiaste vers l'écoutille, mais Carlac et Ozinsef restèrent sur le seuil, hésitants. « Vous venez pas ?» demanda le médecin. « Non, pas la peine. » Il y eut un instant de flottement, avant que le mutant n'éclate de rire avant d'avancer avec eux. « J'ai cru un instant que vous alliez rentrer dans un sas, seul, en laissant un inconnu aux commandes, » dit-il encore hilar. « J'aurais été extrêmement déçu. » Pendant les quelques minutes que prirent les pressions externes et internes pour s'égaliser, Ozinsef fit de la couture. Morgan avait besoin d'une poignée de points de suture et Carlac d'un joli paquet. La porte extérieure s'ouvrit sur une navette qui les ramena chez Chris Lapoulpe, où les attendait leur navire, nouvellement baptisé le Corbeau des mers. Il ne restait plus qu'à revendre les données volées à Cortex.